J'aimerais me présenter brièvement. Je suis Stéphane Salor, donc je suis avec Baptiste Galland, qui je pense est en train de nous rejoindre aussi, un des 2 dirigeants et fondateurs des écoles ESDAC. Et je suis très heureux de cette session qui est la première session réellement, on va dire, nationale de notre organisation. Et on la doit à Guillaume Cardet, qui est là aussi, et qui va évidemment non seulement introduire, mais driver cette session. Mais on le doit aussi au service communication de l'ESDAC, à Élise et à Florian, et j'aimerais chaleureusement les remercier. On le doit également à notre réseau, à nos amis, à nos partenaires, à nos anciens étudiants, à nos enseignants, qui sont, à ce que j'ai vu, relativement nombreux aussi à se connecter, et puis à vous toutes et tous, alors famille, étudiants, amis de nos étudiants qui nous rejoignaient parce que effectivement, vous avez senti qu'il allait se passer quelque chose et que ce cycle allait prendre de l'importance et de l'ampleur dans les semaines qui viennent. Il a été bâti pour 2 raisons, ce cycle. D'abord, inspiré par Guillaume Cardet, qui est le directeur de l'école ESDAC de Lille. Et Lille, vous le savez, est en pleine année du design. Et peut-être, Guillaume, que vous en direz un petit mot. Et le deuxième aspect, c'est cette volonté de partager. Voilà. On est dans des circonstances qui sont quand même assez complexes. Et on s'est dit, le design, ce n'est pas une passion qui est réservée à quelques-uns, qui est rétrécie. Le design, c'est quelque chose qui est fort, ouvert, qui est utile pour penser et bâtir positivement le monde à venir, avec ses fondamentaux artistiques et créatifs, bien sûr, mais aussi toutes les imaginations et la multitude des talents qui permettent non seulement une expression contemporaine de ce qu'est la créativité, mais surtout, en ce qui nous concerne, nous, en tant qu'école, de projeter nos étudiants dans les métiers qui vont construire et bâtir le futur. Voilà. Donc vraiment, merci de cette initiative. Vous avez déjà un pré-programme avec 4 conférences qui vous sont proposées dans les semaines qui viennent, sont en train très vite de s'en ajouter d'autres. Donc c'est important parce que ce cycle, je pense, est appelé aussi d'une certaine manière à continuer. Et puis vous avez aussi sur la page Facebook, sur d'autres blackboards, eh bien, tout un tas d'autres réunions avec les futurs candidats, avec nos étudiants, avec le grand public aussi, que j'ai le plaisir quelquefois d'animer, pour préciser la vie de l'école au quotidien, l'alternance, comment rentrer dans nos études, etc. Pour tout ça, ce soir, ce n'est pas l'objet. Je vous renvoie sur le site internet, école-esdac.com. Voilà, j'en ai assez dit. Très, très heureux que vous soyez aussi nombreuses et nombreux à être ici présents. Et je repasse volontiers la parole à Guillaume Cardet. Merci à toutes et tous et passez une excellente soirée. Merci beaucoup Stéphane pour cette introduction. Alors, il y a de nombreuses questions déjà qui apparaissent. Sachez juste que à la fin de ce temps d'échange, on rebranchera l'ensemble des micros. Donc, la foule en délire pourra tout à fait prendre la parole et échanger avec nos intervenantes, du coup, qui sont Élodie Gobin et Manon Duvernay. Je vais commencer par les mondes du design. Les mondes du design, ou quand le design est pluriel. Pluriel par ses formes, par ses matières, par ses pratiques ou ses territoires d'application. Pluriel aussi par les personnes qui font design. Et elles sont nombreuses ce soir à nous écouter. Il y a des hommes et des femmes qui, à leur échelle, déploient quotidiennement une réflexion conceptuelle, un travail constant vers l'unicité et la fonctionnalité. Aujourd'hui, nous parlerons donc couleur au pluriel, avec déjà 2 intervenantes, Élodie et Manon. Bonsoir à vous 2. Alors, je pense que vous êtes là. Bonsoir. Génial. Je vais commencer par Élodie Gobin. La forme, la fonction et la couleur, chez vous, cette dernière s'impose dans chaque création, pour un produit ou pour une signalétique. Et vous êtes, comme l'ensemble des designers coloristes d'ailleurs, loin de vous limiter au ton vif. Votre palette est infinie et comprend les nombreuses nuances inspirées de vos voyages et de vos parcours qui vous a emmené de Paris à Milan, Mexico et plus récemment Lille, capitale mondiale du design, comme le disait Stéphane tout à l'heure. Vous êtes diplômé de l'ENSI Les Ateliers et nous parlerez ce soir de vous, de vos couleurs et de vos riches expériences chez Swatch, Fermob ou encore Decathlon. Encore merci d'être là avec nous ce soir. Manon, certains spectateurs vous connaissent sous un autre nom,
Mais ce soir, c'est bien l'artiste, la coloriste, qui manie l'art des harmonies afin d'en démontrer le potentiel poétique. Des maisons d'édition petit à petit à Delcourt-Soleil, vous faites valoir votre large palette dans les bandes dessinées telles que Caen, Dieppe, Princesse Sarah ou Parfum de Soie. Vous êtes diplômé de l'école Émile Cole et partagez toutes les deux un point commun, celui d'être intervenante à l'ESDAC en cours de fondamentaux de la couleur. Revenons à la pluralité des couleurs. Tant les univers où s'étendent les couleurs par des extraits végétaux, minéraux ou animaux, voire même encore des applications numériques, quand on parcourt un formula guide pour certains de nos étudiants ou qu'on s'intéresse au Fashion Color Trend Report de Pantone, quand on doit faire des choix dans un magasin de couleurs pour un top ou pour un t-shirt ou la couleur de son carnet de coquilles pour nos cours de dessin, on commencera en tout cas cette exploration ce soir avec Johannes Itten. Peut-être que certains le connaissent, peintre, professeur, penseur. Il est le créateur du cours préparatoire au Bauhaus à Weimar où il enseigna entre 1919 et 1923. Dans ces cours, il fera faire le tour du monde entre Europe, États-Unis, Japon et bien d'autres pays à ses étudiants. Il traitera aussi des problèmes de composition, de forme et de la création artistique en général. Il commence son ouvrage référence, L'art de la couleur, dont vous voyez ici la première page, de la manière suivante. Pour l'artiste, l'effet des couleurs est décisif, et non pas la réalité des couleurs telles qu'elles sont étudiées par les physiciens et les chimistes. L'effet des couleurs est contrôlé par l'intuition. Je sais que le secret le plus profond et le plus essentiel de l'action des couleurs demeure invisible même pour l'œil et ne peut être contemplé que par le cœur. L'essentiel se dérobe aux formules. Élodie, Manon, Johannes Itten parle d'effet des couleurs et l'essentiel qui se dérobe aux formules. L'essentiel en couleur, pour vous, Manon, aujourd'hui, quel est-il? Alors déjà, bonjour à tous, je l'ai dit tout à l'heure, mais du coup, je me permets de prendre la parole cette fois. À mon sens, la couleur, déjà, c'est une expérience personnelle. Elle peut être très différente d'une personne à une autre, mais déjà, à mon sens, c'est transmettre une information, transmettre une intention, une émotion, une expérience, raconter une histoire aussi en jouant avec les teintes, avec la lumière, avec les contrastes, avec toutes ces informations-là qui nous entourent. On peut créer un monde et c'est vraiment un échange finalement entre nous, entre les humains finalement. Merci. On va revenir à un sujet peut-être un peu plus d'actualité. On ne peut pas ne pas en parler ce soir, à l'heure d'un contexte sanitaire un peu exceptionnel. On peut se poser la question de la place de la couleur. Élodie? J'en profite aussi pour saluer tout le monde. Je suis très contente d'avoir l'occasion d'inaugurer ce cycle avec Manon. Merci Guillaume. Pour parler de la couleur à ce moment très précis que nous vivons ensemble, la couleur elle est présente à plusieurs niveaux. Alors d'abord parce qu'elle vient en soutien dans les espaces publics, elle vient en soutien à la distanciation. Comme on peut le voir sur le projet du studio Clarette sur une place en Italie. Elle vient aussi, la couleur, elle vient aussi comme un accélérateur du travail des politiques publiques en termes de piétonisation des centres-villes, c'est-à-dire que en fait la crise elle a un peu accéléré ce besoin de piétonisation des centres-villes et la couleur pour montrer cette transformation des espaces du cyclisme ou de la voiture aux piétons pour la réaffectation des espaces. En fait, elle est très utile. Bien sûr, elle s'appuie sur le travail de motif qui peut la soutenir. Elle est aussi très présente dans l'urbanisme parce que on a vu apparaître à l'issue du premier confinement et pendant le premier confinement tout un tas de pistes cyclables temporaires et du coup ce jaune marquage utilisé pour les travaux a un peu envahi les voies, les trottoirs pour délimiter de nouveaux cheminements cyclables. Alors c'est, je pense, un choix couleur qui a été fait par défaut, mais qui en tout cas habille notre paysage quotidien. Je voudrais profiter voilà, et puis il y a aussi des aménagements et de la signalétique qui a été faite de manière temporaire et un peu urgente. Je voudrais citer une phrase des 5 designers qui ont fait le projet que vous avez vu précédemment de distanciation pour la ville de Paris. Un bout de ruban adhésif rouge mal collé au sol, ici ou là,
ou des traits tracés machinalement à la craie ou à la bombe de peinture, ce n'est pas suffisant pour faire entrer des automatismes dans la vie des gens. Cette anarchie vient aussi créer une nouvelle forme de pollution visuelle dans un univers urbain bien chargé. Cette histoire de pollution urbaine, elle est aussi supportée par la couleur qu'on choisit parfois dans l'urgence, bien mal, qu'on choisit pour des raisons politiques. Je sais qu'on va traverser le cas de la ville de Lisbonne qui a décidé de piétoniser certaines de ses rues pour laisser la possibilité aux commerçants d'installer leurs terrasses, mais qui a choisi ses couleurs de manière probablement trop rapide, probablement sans nuancer vraiment la recherche qu'elle a faite, et du coup qui est un peu décontextualisée et criarde dans ce contexte où Lisbonne est quand même la ville aux 1000 couleurs, où on aurait pu imaginer une recherche un peu plus pointue, un travail un peu plus fin dans l'intégration de ces couleurs liées à cette situation dans le parcours, dans le paysage urbain. Et puis juste, je voudrais dire deux mots parce que la couleur, dans cette situation de crise, elle pourrait aussi, alors on est confronté à des situations économiques compliquées, mais elle pourrait aussi être un soutien à l'hôpital pour améliorer les conditions de travail des soignants, les conditions d'accueil des patients. Il faut avoir en tête que, outre les moyens qui manquent dans le système hospitalier pour faire vivre l'humain, enfin pour faire travailler correctement les humains, les bâtiments dans lesquels ces gens travaillent et dans lesquels les patients sont reçus sont de plus en plus, alors je dirais pas délabrés parce que ce serait un peu fort, mais sont dans des conditions qui sont pas toujours très agréables et très acceptables pour venir se faire soigner ou pour travailler. Je dirais que dans le cas des soignants, ce serait soigner l'espace pour mieux soigner, pour bien soigner. Voilà. Et puis juste pour finir sur la place de la couleur dans ce contexte, c'est aussi, j'ai l'impression que pour les entreprises, pour les industriels, c'est aussi un moment où il faut essentialiser les choix dans les gammes de produits qu'on propose, dans l'offre colorée qu'on peut déployer. Et du coup, c'est important d'adopter la bonne stratégie autour de la couleur pour garder son identité, pour réussir à s'exprimer et pas être dans cette situation de repli que peut donner le sentiment de cette crise. Donc voilà, elle peut s'exprimer à travers plein de moyens et dans plein d'espaces. Effectivement, cette période de crise, elle est aussi un temps de pratique important aussi du sport pour certains en outdoor, puisque forcément la plupart des espaces sont fermés. Quelle est la place de la couleur aussi, du coup, quand on voit des espaces comme, on va le voir juste après, du coup, le terrain de basket à Pigalle ou le visuel qu'on peut voir ici, Élodie. Bah, c'est vrai que la couleur, elle va participer, alors avec un travail visuel, graphique, aussi accompagner ce travail-là, mais en effet, dans les villes, comme soutien aux pratiques qui peuvent plus s'exercer dans les lieux habituels, dans les salles de sport ou dans les gymnases. Et du coup, ça va créer, l'objectif que peut remplir la couleur dans ce cas-là, c'est créer des espaces ludiques, créer des espaces de pratique, transformer des places ou des lieux abandonnés. D'ailleurs, elle a beaucoup ce pouvoir de réhabilitation, la couleur, en ville, dans des espaces, pour transformer des espaces en espaces ludiques, ou bien pour réhabiliter des cours ou des ensembles, des centres d'ensemble d'HLM. En tout cas, elle va avoir ce pouvoir d'attractivité pour amener à une activité physique, par exemple, ou à autre chose. Alors, une petite question qu'on peut se poser aussi, toutes les deux, vous faites un métier un peu particulier. Manon, le métier de coloriste aujourd'hui, en quoi consiste-t-il? Alors le métier de coloriste, le rôle du coloriste, c'est déjà dans un premier temps de mettre en valeur un projet en jouant sur les nuances de couleurs, les lumières, les notions d'harmonie, les contrastes. Du coup, le coloriste en design ou le coloriste en bande dessinée, par exemple, c'est deux métiers différents, issus de deux univers bien distincts, mais finalement qui se retrouvent un petit peu sur les mêmes objectifs, qui est justement de mettre en valeur un projet, d'accompagner le regard, de guider le regard, éventuellement raconter une histoire. Après, peut-être que Élodie, vous pouvez nous en dire plus au niveau du designer en urbanisme. Y a-t-il des points communs, vous pensez justement? Voilà.
Je pense qu'il y a pas mal de points communs à ce sujet-là. Notamment le fait de poser la lumière sur un objet en particulier, de révéler quelque chose, comme je disais, de guider le regard, tout simplement, et de magnifier un petit peu, d'ajouter une plus-value à un projet qui est finalement construit par plein de petites mains. Le designer couleur, que ce soit dans l'illustration ou en architecture, en design, je pense peu importe, c'est les mêmes problématiques finalement de sublimer un petit peu le travail par la couleur, le travail que les autres ont pu créer ensemble. Et je rajouterais, je me permets, c'est aussi donner du sens. Comme vous disiez, Manon, c'est aussi rendre visible un univers, plonger les gens dans cet univers qu'on a envie de leur faire voyager. Et puis je dirais aussi que c'est mettre en volume, mettre en profondeur, modeler. Mettre en relief, mettre en perspective. D'ailleurs, on voit dans votre travail. On voit quelques planches du coup de Manon justement pour illustrer ce propos. Et alors petite question un peu piège, est-ce qu'on dit colorier ou coloriser une bande dessinée justement? Alors, en fait, les deux sont valides, c'est-à-dire qu'on peut dire colorier, on peut dire coloriser. Dans le milieu, on va plutôt utiliser le terme colorisé. Je pense que c'est un peu par souci d'orgueil que les auteurs, les artistes préfèrent avoir un mot un petit peu plus professionnel, un petit peu moins enfantin. Colorisé, c'est aussi le terme qu'on utilise en cinéma ou en photo pour mettre en couleur les films en noir et blanc. Donc voilà, c'est un petit peu plus professionnel, mais les deux mots sont valides, tout simplement parce que colorier, c'est mettre en couleur. Tout simplement, donc on peut l'utiliser aussi tout aussi bien. On va passer à un monsieur cette fois qui s'appelle monsieur Jean-Philippe Lanclos qui a introduit le métier, peut-être aussi la question de la couleur au sein même de l'entreprise. Élodie, quelques mots sur ce monsieur? Alors pour être tout à fait juste, c'est pas tout à fait Jean-Philippe Lanclos qui a remettre l'histoire dans l'ordre, qui a créé le métier de coloriste. Il faisait partie de la deuxième génération des coloristes, mais disons qu'il a vraiment participé à le démocratiser. C'est un monsieur qui est né dans la région, qui a fait les Beaux-Arts de Lille et qui a étudié l'architecture et puis qui s'est assez vite intéressé au travail de la couleur et qui a participé notamment en fondant dans les années 70 l'atelier 3D couleurs, qui a participé à faire du métier de coloriste conseil pour l'architecture, qu'il a dû pour l'adapter à l'industrie et faire rendre concret le métier de designer couleur. Il a aussi beaucoup participé à la mise en place de studios couleurs et matières dans les entreprises telles que Renault, avec qui il a collaboré pendant longtemps, ou avec le groupe SEB, pour lequel il a fait, l'agence duquel il est le fondateur. A fait les couleurs pendant longtemps, donc ça fait vraiment partie des personnes qui ont rendu concret le travail de la couleur et dans l'architecture, avec le travail des couleurs du patrimoine, la préservation du patrimoine par la couleur, la charte, les nuanciers couleurs conseils qu'on donne aux habitants, et dans l'industrie en proposant une méthodologie pour créer des couleurs et des gammes de manière construite et légitime. Ok, alors peut-être qu'on va parler un peu de votre expérience. Alors je sais qu'il y a quelques mains qui se lèvent, les questions on les posera à la fin du coup de la petite session, c'est tout à fait prévu. Élodie, du coup, on va peut-être parler d'une de vos expériences chez Fermob. Pour ceux qui ne connaissent pas Fermob, je vous laisserai représenter du coup son activité. En fait, ce qui je pense est intéressant à travers cette expérience, qui n'en est une parmi tant d'autres dans le métier de designer couleur, c'est vraiment d'essayer de vous rendre audible, compréhensible, visible comment la couleur se travaille en entreprise ou pour une marque. Ou pour un projet. D'ailleurs, ça peut aussi s'appliquer à un projet. J'aurais pu faire le choix de vous montrer un projet de jeu au sol ou d'aménagement extérieur. Juste pour remettre le contexte, comme vous le demandiez, Guillaume, Fermob, c'est une entreprise de mobilier de jardin qui est basée dans l'Ain, au nord de Lyon.
et qui, depuis les années 90, c'est un ancien maréchal Ferrand qui a été racheté par Bernard Rébier, et qui a introduit le design dans sa politique de développement très très tôt, parce que dès les années 90, il y avait déjà des designers qui étaient porteurs du travail du design mobilier, notamment par le travail de Pascal Mourgue, qui est sûrement un designer que vous connaissez, qui est d'une autre génération, qui a vraiment, ils se sont vraiment créé une identité autour du travail du design par des pièces qui étaient assez élaborées. Et le travail de la couleur, chez Fermob en tout cas, la couleur c'est un des piliers de la marque. Ça fait partie des choses pour lesquelles l'entreprise est reconnaissable et reconnue. Pour vous expliquer un peu comment ils fonctionnent, ils ont une gamme de produits donc de jardin en métal, en aluminium, en acier. Ils produisent en France et ils ont une gamme de 24 couleurs. Donc à la fois 24 couleurs, ça peut paraître beaucoup ou assez peu, mais tous les produits sont... on peut peindre tous les produits à la commande. Donc ça veut dire que toutes les références de formes de mobilier sont disponibles dans les 24 couleurs. Ce qui est quand même un exploit industriel, et c'est aussi là où la place de la couleur dans l'entreprise et dans l'industrie a besoin de soutien. C'est que pour réussir à aller au bout d'un projet qu'on a travaillé en amont avec les équipes, avec les designers produits, avec les urbanistes, il faut aussi l'appui de l'industrie pour pouvoir développer ces couleurs. C'est pas si simple de permettre d'avoir toute une gamme de produits en 24 couleurs à la commande. Ça demande une logique aussi et une intégration de la couleur dès le départ et dans l'outil industriel. Et pour vous expliquer le travail de la couleur chez Fermob, alors en tout cas celui que moi j'ai proposé, c'était vraiment de repartir d'une gamme qui était un tout petit peu en deçà et par rapport aux marques environnantes et aux produits et à la gamme de produits dans laquelle se situait Fermob, qui était une gamme de couleurs qui était un tout petit peu en deçà de l'image et de la qualité surtout des produits qu'ils proposent. Et donc, il y a un travail sur la gamme qui a été fait de plusieurs façons. D'abord, pour repositionner une gamme qui soit à la hauteur de la qualité des produits. Ensuite, parce que c'était beaucoup de couleurs vives et que c'était plus vraiment quelque chose que les utilisateurs réussissaient à s'approprier. Donc, en fait, l'essentiel de ma mission, c'était aussi de se dire... les gens viennent chez Fermob parce qu'il y a des couleurs vives, parce qu'ils trouvent ça attrayant, mais repartent avec du gris. Alors comment est-ce que dans la gamme, on propose des teintes qui soient accessibles? Comment les gens repartent chez eux avec une couleur où ils se disent pas je vais me lasser, parce que vraiment, justement, le cas de ce rose à l'image est hyper intéressant. Justement, ce rose très vif, peut-être que je vais m'en lasser. Donc comment on leur propose des teintes qui soient plus nuancées, un peu désaturées, avec un travail aussi sur une réorganisation de la gamme en camailleux, donc avec des groupes de couleurs, les verts, les bleus, les rouges, et qui permettent aux gens aussi d'aller chercher de la nuance entre l'association d'une table, d'une chaise, de constituer un ensemble qui soit plus dans la nuance et moins dans le contraste, et qui du coup donne cette envie d'aller vers la couleur, et qui ôte un peu cette peur de la couleur, et puis aussi garder toujours dans cet esprit de alors l'image de marque, l'image de la joie de vivre que veut communiquer cette entreprise, avec des couleurs plus claires, plus lumineuses, qui reflètent l'état d'esprit qu'on peut avoir quand on est au jardin, en train de manger en famille un bon repas. Donc voilà, ça c'était une première partie du travail, une partie aussi de l'organisation de la gamme sur créer des ponts pour que les couleurs aillent plus ou moins toutes bien ensemble, et surtout pour que toutes les couleurs de la gamme soient utiles et utilisées. Parce que si on demande à l'outil industriel de pouvoir produire 24 couleurs, mais que l'une des couleurs est très peu utilisée, en fait, on mobilise beaucoup de ressources pour peu de choses. Donc l'objectif, c'était aussi de valoriser tout le travail qui est fait dans l'usine pour que ces couleurs soient d'une qualité énorme. Et puis le travail aussi du designer couleur à cet endroit-là, c'était un travail de coordination, parce que tout comme le designer peut faire, et a aussi beaucoup ce rôle, en tout cas le designer produit, de coordination entre les besoins commerciaux et les besoins techniques. En fait, c'est la même chose. On pourrait se demander quelle est la différence entre le designer produit et le designer couleur. En fait, c'est vraiment le travail du spécialiste et le travail du généraliste. Le designer, dans son projet,
il a beaucoup de paramètres à considérer, le designer produit, il a beaucoup de paramètres à intégrer et évidemment la couleur parfois elle arrive en fin de projet comme quelque chose qu'on n'avait pas anticipé ou parfois dont on n'a pas conscience de la valeur de ce que porte la couleur. Comme je disais récemment, la couleur, c'est la première chose qu'on voit, mais parfois, c'est la dernière chose à laquelle on pense dans son processus de création. Donc voilà, c'était aussi le travail de design couleur que j'ai mené pour cette entreprise, c'était aussi de créer le pont entre la partie commerciale et marketing. Et d'ailleurs, je travaillais en binôme avec la visual merchandiser et la technique et de coordonner tous les acteurs pour que les couleurs qui sont pensées et qui sont souhaitées soient possibles, soient développables, et travailler aussi avec les industriels, mettre en place des cahiers des charges pour que la qualité qu'on propose aux gens, parce que l'objectif final, c'est quand même que les gens chez eux soient satisfaits de l'objet qu'on leur propose et qu'on leur garantisse une longue vie. Donc la couleur est vraiment garante de ça. Un objet qui ternit, finalement, on altère le plaisir qu'on peut avoir à utiliser cet objet. Voilà, je pourrais en parler des heures, mais je vais On voit ça, on apprécie. Ça ne durera qu'une heure et demie, Élodie. Manon, comment ça se passe du coup pour une coloriste en bande dessinée au sein d'une équipe? On Oui, entend Élodie justement, qui nous parle de ça. C'est ça, j'avais envie de rebondir sur ce que disait Élodie, la couleur c'est la première chose qu'on voit et la dernière dont on parle. Finalement, dans le milieu de l'édition, dans les métiers du livre, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on attribue tous les lauriers aux scénaristes, aux dessinateurs, et j'ai envie de dire quelque part à juste titre, parce que c'est un gros travail de conception en amont, il faut faire le storyboard, déjà il faut écrire tous les dialogues, il faut écrire tout le scénario, après il faut faire l'étape du storyboard, les crayonnés, le dessin au propre, l'ancrage, et après arrive la couleur. Et finalement, le coloriste en bande dessinée ou dans le milieu d'illustration en général est plus vu comme un technicien. On va l'amener à la fin de la chaîne de production du livre. Parfois, on lui attribue, enfin même souvent, on lui attribue un petit peu le bébé comme ça. On lui dit, bon, voilà le pitch, voilà le scénario, on donne les grandes lignes, débrouille-toi, mets-nous une ambiance qui claque. Donc il travaille souvent dans le rush. Finalement, il essaie de compenser un petit peu peut-être les retards de délai qu'il y a eu avant. Et c'est aussi difficile d'être reconnu par ses pairs, reconnu par les éditeurs. Et de fait difficile on va dire, d'être rémunéré correctement ou d'avoir un pourcentage sur les ventes de livres. À l'inverse d'un dessinateur ou d'un scénariste qui vont avoir des droits d'auteur, le coloriste n'en a pas. Voilà, donc c'est vraiment le petit technicien qui pourtant se charge d'embellir tout le travail qui a été fait en amont. Heureusement, la situation tend à s'améliorer puisqu'en 2019, on a un coloriste en BD qui a reçu un prix sur l'ensemble de sa carrière au festival Cyclone BD sur l'île de la Réunion. Donc pour ceux qui ne le resituent pas, c'est le coloriste chez Soleil, notamment des albums L'Enfeust, Troll de Troie, Moréa, tout ça, Peachy Poi, et doit avoir 20 ans, peut-être 30 ans de carrière, et du coup c'est le premier coloriste en 2019 à avoir eu un prix. Donc ça va, ça tendance à s'améliorer, c'est plutôt pas mal. Mais si globalement le métier est toujours pas très bien reconnu, pourtant tout le monde s'accorde, les auteurs s'accordent à dire bon qu'un mauvais coloriste va bien saboter tout le travail de ses collègues, tout le travail des dessinateurs et des scénaristes. Si la couleur elle est pas au point, si les contrastes sont pas au point, si les couleurs sont pas complémentaires, enfin juste si l'harmonie n'est pas respectée, si l'ambiance n'est pas à la hauteur, finalement tout le travail qui a été fait avant est saboté, les gens vont ouvrir l'album et ne vont même pas l'acheter, alors que finalement c'est le but. Donc on est tous d'accord pour dire qu'un bon coloriste apportera une vraie plus-value à un album et au métier du livre de manière générale. La couleur a une place clé dans la conception d'une image en termes de narration aussi, en termes de comment on va poser la lumière, je le disais tout à l'heure de manière un petit peu plus évasive, comment on va poser la lumière sur un objet, comment on va orienter le regard du lecteur ou du spectateur. Qu'est-ce qu'on raconte finalement avec la couleur? Est-ce qu'on va apporter de la tension? Est-ce qu'on va apporter de la douceur? Est-ce qu'on va avoir beaucoup de contraste ou au contraire une lumière un petit peu douce, un coucher de soleil, ce genre de choses. Voilà. Je suis assez d'accord avec Manon
Sur la reconnaissance, c'est vrai que... Excusez-moi Guillaume, je vous ai coupé. Allez-y, je vous en prie. Je ne suis qu'animateur. Quand même. Sur la reconnaissance, c'est vrai que souvent on ne sait pas que il y a un studio couleur. Alors, dans l'industrie, ce travail de la couleur, il est vraiment lié au travail de la matière. Souvent, le métier, c'est designer couleur, matière et finition, parce qu'évidemment, la couleur, elle ne vit pas. Sans, juste petite précision, sans la matière qui va la porter et sans la finition qu'on lui apporte, enfin, ça a tout un sens, ça se construit ensemble. Mais on a du mal à s'imaginer que chez Renault, il y a, je dirais entre 15 et 30, je ne sais pas exactement, designers couleur et matière, que chez Decathlon, il y en a une quinzaine, et que des marques comme Quechua à l'intérieur de Decathlon revivent et ont complètement réussi à changer leur positionnement, en tout cas sur la partie vêtements et accessoires, grâce à une proposition colorée. Je vous invite à retourner dans les magasins Decathlon sans vouloir faire de pub, mais à revoir un peu le travail de la couleur qui est fait sur certains rayons, et notamment chez Quechua, parce que je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Et en fait, les gens, on a du mal à imaginer qu'il y a des petites mains dont le métier est de travailler sur la couleur, et qu'en effet, comme dit Manon, ça participe à la réussite, au succès du projet et à l'adhésion de la part du public, de l'utilisateur à ce produit ou à cet espace. Ça, c'est un peu le métier de l'ombre, finalement. Ces petites mains dans l'ombre qui embellissent le monde de demain. Mais c'est alors du coup très intéressant de transition sur la question de Decathlon, puisqu'on pourrait se poser un petit peu du rapport entre le marketing et la couleur. Est-ce que c'est un mariage un peu forcé? Alors, en ce qui me concerne, j'ai vraiment le point de vue, et je pense que Manon sera aussi d'accord, le point de vue du concepteur, du créateur sur la couleur, et pas le point de vue du commercial, donc et du marketing. Donc je vais tenir le discours qui est le mien, mais je crois que derrière cette question, Guillaume, ce qui se cache, c'est un peu est-ce qu'on peut associer une couleur de manière définitive à un environnement, à une émotion, à un corps de métier ou à un secteur en particulier, et même est-ce qu'on peut associer une couleur à une émotion, ce qui est souvent en fait ce qu'on peut entendre dans des discours un peu plus superficielle sur la couleur, et c'est vrai que j'avais envie de réagir sur ce sujet parce que de mon point de vue, du point de vue de la physiologie, on a tous une perception très différente de la couleur, on la reçoit tous de manière très différente, et on ne peut d'ailleurs pas savoir comment les autres la perçoivent, et dire que le rouge c'est forcément la passion ou que ça dynamise un espace. C'est pas totalement vrai, pas forcément vrai pour tout le monde, pas forcément vrai dans toutes les cultures, bien qu'on commence aussi à pousser les analyses et on essaye de rationaliser un peu ce sujet pour voir ce qu'il en est véritablement. Mais en tout cas, on ne peut pas attester que telle ou telle couleur a un impact identique sur tout le monde. Après, évidemment, je voudrais nuancer ce propos parce que c'est sûr que à force il y a quand même certaines couleurs qui sont beaucoup utilisées dans des champs d'application identiques, et du coup qui donnent du corps en fait à cette couleur. Par exemple, le bleu, c'est sérieux, ça a beaucoup été utilisé, pas depuis toujours, mais depuis la Révolution française dans la politique. Du coup, c'est la couleur des partis politiques, c'est la couleur des banques, enfin voilà, un certain type de bleu, mais il y a un côté très institutionnel avec le bleu qui est venu de fait par son utilisation. Après, est-ce qu'on peut, je vois un commentaire qui dit les goûts et les couleurs, c'est tout ça. Oui. Est-ce qu'on peut attester que le bleu est juste par rapport à ça? Qui de l'œuf ou la poule, c'est aussi un peu cette question. Donc, c'est un peu difficile. Et puis, évidemment que les couleurs sont avant tout une lumière, qu'il y a une énergie vibratoire qui émane des objets, et donc du coup qui peuvent nous toucher et qui peuvent nous faire vivre une certaine émotion, notamment quand on s'intéresse au cycle circadien de la lumière naturelle du soleil, et on se dit que les lumières qui sont plutôt
rougeâtres vont avoir un effet sur l'apaisement et des lumières bleues plutôt sur l'éveil. Encore une fois, il y a quelques petites choses comme ça qui sont démontrées, mais de là à associer systématiquement des notions à une couleur, je trouve que c'est parfois un peu tiré par les cheveux. Justement, je vous rejoins assez, Elodie, sur cette question-là. Notamment, on parlait un petit peu de marketing. Il y a le jaune, par exemple, qui est souvent associé à la joie, au bonheur, au dynamisme. Alors que, par opposition, culturellement, le jaune, c'est surtout associé à la maladie ou à la trahison. On parle d'avoir les dents jaunes, c'est pas quelque chose de très positif. D'avoir le teint jaune, c'est pas quelque chose de très positif. Ça réfère un peu à la maladie, à la mauvaise santé. Et finalement, tout ce qui est un peu jaune, c'est un peu poison, quoi. Et il n'y a pas vraiment d'expression, enfin en tout cas à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais en tout cas il n'y a pas d'expression qui me vienne dans la langue française qui donne un aspect positif à la couleur jaune, ou alors il faut passer par d'autres types de mots. Par exemple l'or, le miel, le jaune poussin, le soleil, des choses qui sont un peu mignonnes ou qui sont un peu belles, qui font un peu appel à la poésie, au rêve. Je pense, comme vous, qu'il n'y a pas foncièrement de règles préétablies, comme on peut le voir. Les goûts, les couleurs changent aussi avec les époques. Il y a des choses qui sont très ancrées depuis des années, depuis des siècles, et dont on n'arrive pas trop à se dépêtrer. Et en même temps, on essaye de redonner un petit peu de souffle. C'est comme les codes en histoire de l'art. Depuis des centaines d'années, on consomme des images composées de la même manière. On finit par adapter notre regard, notre processus de création à ces codes-là. Et je pense que l'objectif, c'est surtout que l'intention soit claire pour tout le monde. Donc on va pas être disruptif, on va essayer de conserver ces codes qu'on utilise depuis toujours en termes de composition et de couleur, hein, c'est la même chose. Donc du coup, ce jaune, on le retrouve un petit peu de la même manière. Et la vraie réflexion, à mon sens, se trouve pas dans la couleur elle-même, de comment on doit interpréter le jaune, quelle est sa symbolique, tout ça. Mais c'est plus dans un contexte, dans une histoire, dans une culture. Ça dépend un petit peu déjà dans quel pays, dans quelle culture. Ça dépend vraiment de plusieurs facteurs ou aussi de l'association des couleurs finalement. À côté de quoi on va placer un jaune? Est-ce que le jaune il est vif? Est-ce qu'il est désaturé? Ce genre de choses-là, je pense, est beaucoup plus importante à tenir compte dans notre approche de la couleur. Et notamment, je rebondis aussi sur le fait que vous parliez de perception de la couleur, d'expérience personnelle, du fait que, ben oui, un bleu ciel ne va pas être perçu de la même manière pour moi que pour d'autres personnes. Voilà, on n'a pas forcément, on n'est pas tous égaux au niveau des récepteurs de la rétine, mais au niveau des photorécepteurs et de la captation des couleurs. Donc du coup, cette perception de la couleur est très personnelle et nous est propre et dépend vraiment d'énormément de facteurs. Donc c'est difficile de dire que le jaune correspond à ça, le bleu correspond à ça. Ouais, je vous rejoins Manon sur la perception. Souvent, on décontextualise, je vais pas y arriver. On décontextualise la couleur de l'environnement final dans lequel elle va être utilisée. Et du coup, on oublie toutes ces interactions qui vont se passer entre la couleur d'un objet, la surface sur laquelle il est posé, l'objet qui va être à côté. Et du coup, toutes ces couleurs, elles interagissent et on les anticipe pas. C'est la même chose pour un espace. Parfois, on oublie qu'il y a un cheminement, qu'il y a une circulation, que dans une ville, il y a tout le contexte en fait qui est autour et qu'on peut pas, même si on adorerait partir d'une carte blanche, on peut pas s'en affranchir et que du coup il faut travailler avec ces interactions pour faire un projet qui soit vienne en contraste, en opposition, soit en intégration, mais en tout cas qui soit cohérent. Je voudrais en profiter pour citer une phrase que j'aime beaucoup, en tout cas une idée que j'aime beaucoup, ou un parallèle de Joseph Albers, qui était un des élèves de Johannes Itten dont Guillaume parlait tout à l'heure. Et il dit « Dans les compositions musicales, tant que nous n'entendons que des notes séparées, nous n'entendons pas de musique. De la même façon, une identification factuelle des couleurs dans une peinture donnée n'a aucun rapport avec une sensibilité visuelle ni une compréhension de l'action de la couleur à l'intérieur de cette peinture,
particulière. Ce que je retiens de ça, c'est que extraire la couleur seule, ça n'a pas beaucoup de sens, et c'était pour appuyer votre propos. Ouais, Manon. on est d'accord. Du coup, ça va peut-être poser une question aussi assez simple, c'est l'enseignement de la couleur à l'école primaire, peut-être. Peut-être ça part de là. Alors, l'enseignement à l'école, à moins que Elodie, vous vouliez rebondir là-dessus dans un premier temps, je sais pas. C'est un sujet assez complexe, notamment, j'en ai pas mal discuté avec des enseignantes en école maternelle et en école élémentaire. En fait, l'apprentissage de la couleur se fait pas tout de suite, tout de suite. Au début, à la maternelle, on est plus dans la découverte de matériaux, de pratiques, les feutres, les crayons, les pastels, la peinture, tout ça, et de moyens d'expression, donc le tracé, le barbouillage, les taches, l'estompage, peindre avec les mains, tout ça. Et finalement, l'appréciation des couleurs en elles-mêmes, ça vient vraiment plus tard, ça vient plutôt fin maternelle, primaire. On va vraiment aborder la couleur, on va traiter le cercle chromatique, les dégradés, les nuances, la variété qu'on peut avoir. Et ça permet du coup de faire un travail d'analyse et de commencer à faire des choix graphiques aussi. Par exemple, les enfants vont peut-être partir sur le ciel bleu, ils vont dire bon je prends un feutre bleu, ok. Et finalement, avec les années en primaire, ils vont apprendre que on peut faire un dégradé, on peut apporter peut-être un petit peu de jaune, ça dépend, on peut faire un coucher de soleil, on peut faire plein de choses, on peut faire des variations. Donc le sujet de la couleur se développe de plus en plus avec les années, mais c'est vrai que ça vient pas forcément tout de suite. Et on en est venu à discuter aussi des différents matériaux utilisés en classe, et leurs atouts et leurs limites aussi. Notamment, dans les années 60, on commençait déjà à avoir des feutres dans les écoles. Les palettes étaient assez limitées. On avait des boîtes peut-être de 12 couleurs, des choses comme ça. Et c'était finalement des couleurs très, très vives. Aujourd'hui, c'est bien, on peut proposer une trentaine, une soixantaine de couleurs. On a des grosses, grosses palettes à proposer aux enfants, mais c'est toujours des couleurs très vives. Et ça manque encore de nuances, ça manque de pastels, ça manque de variété. Et, et finalement, peut-être que ça conditionne aussi quelque part l'appréciation de la couleur par la suite. Alors, l'adolescence, à l'âge adulte, et puis après, quand on fait une formation peut-être professionnalisante, ces enseignants ont remarqué que les élèves avaient tendance à, de fait, choisir des couleurs plus vives pour dessiner, enfin, à choisir vraiment les couleurs vives pour dessiner, même si ça n'avait pas forcément de sens. L'arbre, il va être vert fluo, le ciel, il va être bleu fluo. Voilà, c'est vraiment les couleurs les plus pétantes. Et finalement, les pastels, quand il y en a, sont laissés de côté. Donc ça, après, je ne sais pas exactement comment on peut interpréter ça. Peut-être que c'est simplement une question d'appréciation des contrastes. Peut-être que l'appréciation des contrastes arrive plus tôt, qu'on est attiré par les couleurs vives parce que c'est celles qui nous arrivent en premier lieu. Hein. Pour nous aussi, les adultes, c'est la même chose. On est attiré en premier lieu par les couleurs vives, par les contrastes forts. Un bleu et un orange côte à côte, tout de suite s'appelle le regard. Un noir et un blanc côte à côte, tout de suite s'appelle le regard. Donc peut-être que ça s'explique de cette manière-là. Je me demande aussi si finalement les élèves ne seraient pas attirés par les couleurs vives aussi parce que on leur propose que ces couleurs-là dans les gammes de feutres. Et de fait, il y avait notamment une enseignante qui me parlait de ce retour d'expérience, enfin qui me faisait un retour d'expérience à ce sujet-là, et qui me disait que les feutres c'était un petit peu compliqué, justement. Enfin, c'était au contraire très simple, mais la pratique du feutre était compliquée parce que les couleurs sont très vives, très flashy, et finalement le feutre c'est un outil qui propose une couleur finie, qui permet pas forcément de faire des mélanges et de vraiment s'approprier la couleur, de faire ses propres mélanges, de faire ses propres expériences graphiques, faire ses propres découvertes, et de fait dans les classes de maternelle, aujourd'hui on peut se permettre, il n'y a plus que les crayons de couleur et les feutres, il y a aussi des pastels secs, des pastels gras, des crayons de couleur gras aussi,
qui permettent d'avoir une large palette de couleurs et de développer vraiment on va dire le vocabulaire coloré des enfants et finalement leur montrer que le monde est plus riche que ce qu'il en a l'air. Il n'y a pas juste du bleu clair et du bleu foncé. Il y a aussi des bleus qui tirent vers le vert, des bleus qui tirent vers le violet. Il y a plein de nuances. Et finalement, plus on enrichit ce vocabulaire-là, et plus on permet de gagner en précision dans ses idées, déjà dans son appréciation du monde qui nous entoure, et dans la foulée de mieux exprimer ses idées, de mieux quelque part raconter des histoires aussi, et d'être tout simplement plus précis en fait. Je voudrais rebondir sur ce sujet du vocabulaire. Il y avait un commentaire dans le chat aussi à ce sujet. C'est que là-dessus, je suis à 100% d'accord. En français, on a beaucoup de mots pour décrire de manière très subjective même pour décrire de manière très subjective la couleur, mais finalement, en fait, on ne connaît pas bien le vocabulaire précis pour décrire de manière objective et du coup de regarder d'une manière un peu décorrélée de l'affectif. Ce qui ne veut pas dire que c'est bien, qu'il faut le faire tout le temps, mais en tout cas pour analyser, pour décrypter son environnement, on ne sait pas bien le faire de manière objective. Et du coup, enfin voilà, c'est ce que je dis, je pense que le fait de ne pas pouvoir bien le décrire et l'analyser et décomposer les couleurs qu'on voit selon des caractéristiques précises fait que on perd cette richesse d'observation. Je m'étais noté ce qui se comprend bien s'énonce clairement, c'est un peu ça, un peu dans l'autre sens, ce qui se dit bien peut-être se voit mieux, ou quelque chose comme ça, et quelqu'un commentait que les Inuits voient un nombre infini de blancs, ou ont un vocabulaire pour ça. En fait, c'est un peu différent, c'est un peu décorrélé de la teinte, c'est vraiment, les Inuits, ils ont cette, c'est plutôt une description de la qualité de la glace. Pour être précis dans leur vocabulaire, ils sont capables le mot que nous on pourrait associer à la couleur pour décrire la couleur de la glace. En fait, eux, c'est un peu plus dans la matière, quoi. C'est une glace en train de fondre. Enfin voilà, c'est la couleur vraiment très associée à l'état de la matière, neige, glace, quoi, dans le langage des Inuits. Mais c'est intéressant. Selon les contextes, on développe un vocabulaire qui est plus riche, qui est plus complet. Par rapport à l'environnement qui nous entoure. Et je me suis toujours demandé si on voyait plus de couleurs et on y était plus sensible parce qu'on était dans cet environnement. Et si quelqu'un change d'environnement un jour, si par exemple je vais vivre en Alaska, est-ce que mon œil et ma sensibilité au blanc va se développer davantage au détriment d'autres choses ou pas? Voilà, est-ce que notre sensibilité à la vision des couleurs évolue? Ou bien est-ce qu'elle est fixe? Alors moi j'ai tendance à croire qu'elle évolue et qu'on la travaille perpétuellement. D'ailleurs c'est un des grands enseignements des théoriciens de la couleur comme Itten, comme Albers, c'est de muscler son œil, quoi, en permanence pour pouvoir de plus en plus et toujours mieux comprendre ce qui compose ce qu'on est en train de regarder. C'est ça en fait, et finalement quand on a une boîte de crayons de 12 couleurs en école élémentaire qui est une palette assez limitée, on devient un peu passif, voire absent finalement sur le choix du fait que la perception de notre environnement est limitée par cette petite palette, quoi. Et de fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Finalement, est-ce qu'on est à la fois limité par le peu de choix qu'on peut avoir éventuellement dans nos trousses, dans nos cartables, et en même temps, on est très attiré par les couleurs vives parce que tout simplement c'est ce qui nous appelle le regard le plus, ou en tout cas les couleurs qu'on côtoie le plus. Et de fait, on développe un vocabulaire plus riche de ce côté-là. Je rejoins l'histoire sur les Inuits ou les Irlandais. J'ai très peur de dire une bêtise, mais je vais le dire quand même parce que je trouve ça drôle. Dans ma famille, il y a des gens qui parlent. C'est pas enregistré, bon ça va alors. Dans ma famille, il y a des gens qui parlent breton. Je ne les citerai pas, ils se reconnaîtront s'ils sont là. Et en fait, il m'avait expliqué, moi je parle pas breton, mais il m'avait expliqué que en breton il y avait plein de mots pour
parler de la couleur grise et notamment aussi de la pluie. Alors voilà, je rentre pas dans le stéréotype, mais en tout cas, en breton, il y a plein de mots pour décrire la couleur grise. Et je trouve ça assez drôle. Donc il y a du vrai là-dedans. Pour les Inuits, je ne sais pas, pour les Irlandais non plus. Mais en tout cas, chez les Bretons, le gris est très largement développé. Après, vous interprétez ce que je dis comme vous le voulez. Je n'en dirai pas plus. On ne se Après, fâchera pas dans le Nord, en tout cas. pour conclure sur le sujet des enfants, il y a quand même des choses qui évoluent. Vous le disiez, Manon, que les professeurs ont de plus en plus de matériel, que les couleurs à la Oui. disposition des enfants évoluent. On le voit aussi dans les propositions qui sont faites aux enfants, et notamment des marques comme Lego, Duplo, qui depuis les années 50 ont considérablement augmenté les couleurs avec lesquelles les enfants jouent, et ça participe évidemment de la sensibilité et de la nuance qu'on peut avoir quand on regarde le monde et quand on construit quelque chose. Donc voilà, ça me paraît intéressant. J'ai rencontré il y a peu de temps une association qui travaille, une association incroyable qui mène une action de conception de cours d'école en co-création avec des enfants. Et on s'est rendu compte en discutant, en échangeant, que dans leurs ateliers, elles avaient abordé plein d'aspects, mais que finalement la couleur, c'était un peu l'oublier, alors que bien sûr que dans l'environnement, alors la cour d'école, c'est tout un sujet sur le genre, le non-genre, comment est-ce qu'on fait des espaces qui soient pour tous, et du coup, comment est-ce que les couleurs intègrent ça, comment est-ce qu'on passe pas du bleu-rose au violet forcément, comment est-ce qu'on crée de la nuance aussi là-dedans, et du coup, c'était intéressant de voir que cette question qui est quand même centrale, parce que ça va animer l'espace de jeu des enfants, et puis ça peut aussi avoir des enjeux climatiques. Une peinture plus claire, ça peut offrir un peu plus de fraîcheur dans les cours bitumés qui sont des grosses problématiques du moment. Et voilà, et comment cette couleur dans les ateliers, au final, elle était peu ou pas prise en compte, ou en tout cas limitée aux outils disponibles, et voilà, que ça peut être aussi un outil intéressant de co-construction avec les enfants, avec d'autres corps de métier, avec, j'imagine que dans le monde du livre aussi, il pourrait y avoir peut-être des parallèles comme ça. Voilà ce que je voulais Et conclure aussi, sur ce du sujet. coup, l'intérêt d'un métier aussi, de designer couleur ou coloriste, du coup, dans ces espaces-là, ou faire appel à vos services aussi peut être extrêmement utile. Alors, peut-être des exemples inspirants, un ou une des designers couleurs qui vous parle. On commence par vous, Manon. Alors moi, en designer, j'avoue que c'est pas forcément mon domaine de prédilection, donc j'en aurais pas. Je laisserai la main à Elodie. J'imagine qu'il y a plein d'idées. Par contre, moi, j'ai des illustrateurs en tête qui me viennent, qui utilisent la couleur comme élément de conception. Enfin, vraiment, la couleur a une place importante dans leur processus de création. Je pense notamment à Loïch, qui est illustratrice et concept artiste chez, alors je me rappelle plus, chez plusieurs studios de jeux vidéo et d'animation. Elle a collaboré notamment sur le design des personnages du jeu Horizon Zero Dawn sur PlayStation 4. Si vous n'y avez pas joué, je vous le conseille fortement. Il y a des très belles palettes de couleurs dans son travail, il y a des contrastes très intenses, très forts, et vraiment ça chatouille très bien la rétine, je trouve. Donc voilà, c'est une artiste néerlandaise que je vous invite à suivre. Et sinon, en France, pour revenir par chez nous, on a Sylvain Sarail, alias Toad, qui est un concept artiste toulousain, qui a monté son studio à Toulouse, son studio de jeux vidéo. Donc pareil, ils ont des missions dans ce studio-là, ils répondent à des missions pour des plus gros studios de conception de jeux vidéo, et notamment qui a travaillé sur le remake de Spyro le Dragon, sur PlayStation 4 toujours. Donc voilà, en termes de composition, d'image couleur, je trouve que le travail est vraiment super intéressant, très inspirant. S'il y a des élèves parmi vous, des étudiants en couleur parmi vous, je vous conseille fortement de vous inspirer de ce travail-là. Voilà, en ce qui me concerne. Ah, Elodie, un autre exemple inspirant peut-être?
Alors, j'ai plein d'exemples inspirants en designer couleur. Il y a beaucoup de designers couleur desquels j'admire le travail. Je vais citer un exemple. Alors, je vais d'abord parler d'une designer couleur qui, pour moi, est une des plus grandes designers couleur du moment. C'est Ella Jongerius, qui a, entre autres, repris toute la partie direction artistique couleur de chez Vitra, qui est un éditeur de mobilier suisse, et qui... pour moi, elle met en volume toutes les théories couleurs des peintres. Alors, je vais pas vous montrer d'exemple aujourd'hui, mais en tout cas, allez voir son travail, c'est juste fabuleux. Elle ouvre une exposition en Suisse là, ce week-end. J'espère que j'aurai l'occasion d'aller le voir. Et c'est vraiment un travail richissime de comment la matière porte la couleur, comment la lumière, le support, le fond crée des interactions, comment est-ce qu'on modèle et on modifie toute la perception de son objet grâce à un éclairage quotidien éventuellement. Elle a travaillé sur la lumière et sur l'influence de la lumière sur les couleurs des produits qu'elle avait en collection. Enfin voilà, elle a un travail très inspirant et génial. Elle s'appelle Ella Jongerius, J-O-N, j'écorche sûrement son nom, Jongerius. Voilà, on mettra les infos si vous voulez plus tard. Et l'exemple que j'ai choisi pour d'illustrer aujourd'hui, c'est le travail de Luis Barragan, qui est architecte et qui, pour moi, offre une des expériences de la couleur les plus riches et les plus fortes. Donc, c'est un architecte, c'est un des rares architectes qui a remporté un prix en architecture pour une maison individuelle. La maison dont je vais vous parler, c'était son studio. En fait, sa maison est son studio. Et il s'appuie sur des phénomènes de perception pour construire justement l'expérience, une expérience colorée successive dans les pièces. En fait, chaque pièce prépare à admirer la beauté de la suivante. Donc, je vais juste vous décrire un tout petit peu les espaces parce que c'est juste génial. Et cette maison, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si vous allez à Mexico, je vous invite à y faire un tour. C'est pas dans le centre, mais c'est un super endroit. Donc en fait, la première pièce, c'est par là qu'on rentre dans la maison. C'est une maison qui a une façade assez sobre, donc on s'attend pas tellement à trouver un concept d'architecture, une maison d'architecte aussi aboutie. Et en fait, c'est la première partie d'une séance chromatique, donc qui va être en 3 étapes, en 3 actes. Et cette première pièce, donc d'un jaune très intense, très lumineux, très vif, joue justement sur la saturation des cônes au jaune. Du coup, quand on franchit la porte du vestibule et qu'on arrive dans la pièce suivante, la pièce rose, on reçoit l'éclat d'une manière qui est totalement différente. Et là où c'est remarquable aussi, c'est que donc on a ce rose qui nous percute après le jaune, puisque les cônes jaunes étaient très excités et du coup il se repose face à ce rose et on le reçoit pleinement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on a un travail qui était assez précurseur à l'époque d'un sol noir. Alors Luis Barragan, il avait un intérêt très très grand à travailler avec les ressources locales. Aujourd'hui, ça paraît commun, mais voilà, à cette époque, c'était un peu différent. Et il travaille un sol noir très très contrasté, qui contraste, qui crée quelque chose aussi de particulier. Et puis, ce que je voudrais rajouter dans cette pièce, c'est qu'il y a ce cadre doré dont on pourrait penser qu'il est un peu illusoire. En fait, pour moi, c'est une merveille de penser la couleur et de penser la construction d'un espace de cette façon. En fait, ce miroir, il sert à refléter la lumière qui vient d'une fenêtre un peu supérieure à une certaine heure du jour pour baigner d'une lumière dorée et chaude l'ensemble de cette entrée, de ce vestibule. Et du coup, de baigner de lumière d'une lumière accueillante les visiteurs. Et du coup, une fois qu'on a été saturé de rose et de lumière, on passe dans on tombe exactement sur cette fenêtre vers le jardin, cette très très grande ouverture qui fait qu'on apprécie à la fin de cette séquence colorée la verdure et la nature d'une façon qui est juste incroyable. Et on en voit, et ça enrichit, on voit la subtilité du verre et du décor. Enfin voilà, c'est incroyable. C'est une très bonne expérience de la couleur et une très bonne utilisation de la couleur. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que souvent je dis qu'il faut intégrer la couleur le plus en amont possible du projet pour en tirer tous les bénéfices pour le projet.
Hagen, il travaille complètement à l'inverse. Lui, il attend que le bâtiment soit construit et soit blanc pour aller voir ce qui se passe, quelle est la couleur, comment ça se reflète à différents moments du jour, pour être certain que ce qu'il va proposer soit complètement concret. C'est un peu comme s'il allait à l'intérieur de son prototype et qu'il choisissait in fine l'endroit où les couleurs allaient être apposées. Ah, c'est vraiment un travail incroyable, hein. En tout cas, les images étaient très très belles. On a envie d'y aller, même si je pense que ce sera pas pour tout de suite, eu égard au Ouais, contexte ouais, je me sanitaire. disais la même Ouais. chose. En tout cas, même si on vit une période un peu étrange, comme tous les ans, il y a des structures qui désignent la couleur de l'année. On va revenir un peu au marketing et donc la question de la tendance aussi. Alors, il semblerait que cette année, du coup, la marque Levi's, du coup, en peinture, est désignée le Brave Ground, du coup, comme couleur de l'année, ce qui confirme une tendance plutôt à un ton chaud et naturel. Euh, Votre réaction? Bon, moi, je suis toujours un peu sceptique par rapport à ces couleurs de l'année. Alors, pour moi, il y a deux choses. D'un côté, il y a la couleur. Enfin, en fait, non, c'est la couleur. Enfin, non, en fait, il y a pas de deux choses, mais je voulais. On avait. Je vais recommencer. Souvent, la tendance est associée à la mode. Souvent, la tendance est associée à la mode. Et du coup, il y a tout un travail de la mode qui est, alors dont je parle pas très bien parce que c'est pas mon domaine d'expertise, euh, mais c'est vrai que dans la mode, le travail de la couleur se fait avec une certaine saisonnalité et une recherche d'identité. Et je trouve que c'est toujours le travail de la couleur dans la mode, j'ai l'impression que c'est toujours, et peut-être que maintenant vous me contredirez ou que certains dans l'auditoire contrediront, mais je trouve que c'est toujours un travail d'équilibriste entre trouver l'identité qu'on veut donner à sa marque, sûrement les matières qu'on a à sa disposition, et la saisonnalité, la tendance, ce que les consommateurs vont voir partout, et du coup ce dont ils vont avoir envie. Et c'est un peu ça aussi, cette question de la couleur de l'année, c'est qu'au final, c'est très arbitraire. C'est un groupe, une entreprise. On va avoir des couleurs de l'année chez Pantone, on va avoir des couleurs de l'année un peu partout. C'est une entreprise qui, alors, soit décide que ce sera cette couleur, mais en général, quand même, le travail de la tendance et ce qu'essayent de faire les gens, en tout cas chez Pantone, c'est de porter un message à travers cette couleur choisie. Il faut savoir que les tendances, on est parfois très critique quand on est dans le monde du design, mais la plupart des bureaux de tendance, en tout cas ceux dans lesquels j'ai eu la chance de travailler, construisent quand même des choses sur la société qui évolue. Le travail de la tendance, ils le font en s'appuyant sur des anthropologues, en s'appuyant sur des politologues, sur des sociologues, pour voir un peu qu'est-ce qui est en train de changer dans le monde et du coup, qu'est-ce qu'on peut imaginer qui sera pour le monde de demain. Et ça, c'est un travail que je trouve assez riche parce que finalement, dans les bureaux de design, dans les agences de design, les studios, en fait, cette ressource, on a du mal à l'avoir pour aller travailler autant en profondeur que peuvent le faire les bureaux de tendance. Alors après, ce qu'on en ressent, ce qu'on en récupère de ça, c'est une image et du coup, la traduction dans l'industrie ou dans la mode, c'est que les gens prennent la couleur ou la forme de l'année et puis l'utilisent telle quelle. Alors, ça, à mon sens, c'est ce qui est un petit peu dommage parfois, mais les bureaux de tendance ont ce besoin, ont cette obligation de formaliser leurs propositions et leur vision conceptuelle, leur vision je dirais pas futuriste parce que c'est quand même basé sur une évolution plus longue de la société, mais elles ont besoin de le formaliser évidemment. Et elles sont aussi, les bureaux de tendance parfois sont très utiles aux structures plus petites qui n'ont pas de design intégré, qui ont besoin de s'appuyer sur quelque chose pour être quand même pour ceux qui ont besoin d'être dans l'air du temps parce que ça fait partie de leur marché par exemple, bah, elles ont besoin en fait de s'appuyer là-dessus. Donc il y a quand même un travail où moi je suis assez sceptique par rapport à ces couleurs de l'année parce que je trouve que parfois ça arrive un peu avec ces gros sabots, allez-y, suivez-nous tous et allez dans cette direction. Et d'un autre côté, parfois, souvent, ça s'appuie sur des réflexions et sur des engagements. Pantone avait sorti la couleur corail pour essayer à leur échelle de parler un peu de cette ressource qui est en train de mourir. Voilà, il y a des choses tout ça pour moi, c'est aussi une question de nuance, de savoir s'emparer de ce qu'on nous propose en l'analysant et en se le réappropriant en fonction de qui on est, de l'identité qu'on a, de ce dont on veut parler à travers la couleur.
ça rejoint un petit peu ce qu'on disait déjà tout à l'heure. Ça dépend vraiment du contexte. Finalement, c'est pas juste une couleur qu'on applique comme ça bêtement parce que c'est tendance. Ça dépend de ce sur quoi on la pose, de comment on l'accompagne, de tous ces facteurs-là, tout ce contexte-là finalement. Et puis en plus, c'est très personnel. Enfin, là, c'est une couleur de l'année dans le monde de la peinture, de la décoration. On voit que ces tons plus désaturés qui s'approchent de teintes qu'on pourrait trouver dans la nature, de couleurs qu'on pourrait trouver dans la nature. En fait, ça vient d'une évolution sociétale vers le retour de l'utilisation des matières naturelles, etc. Donc c'est aussi contextuel et puis c'est un peu propre à chaque. Enfin, ça serait propre à chacun. On trouverait sûrement pas la même chose chez une autre marque ou dans des gens qui veulent défendre aussi d'autres choses à travers ce qu'ils proposent. Enfin, par exemple, si moi, vous me demandiez quelles sont mes couleurs de l'année 2020, clairement, ce ne serait pas celle-là. Mais voilà, enfin, c'est... On avait parlé de celle-ci, en tout cas, du jaune. Ouais, alors pour moi, il y a deux couleurs de 2020. Il y a le rouge écarlate des cartes Covid et le jaune de ce message Black Lives Matter qui avait été écrit à Washington et dans plein de villes au sol par les gens défenseurs de ce mouvement. Pour moi, c'était un symbole hyper fort de voir du bitume recouvert de jaune avec un message comme ça très, très fort. C'est un peu mon image forte de l'année en termes de couleurs. Alors Manon, le monde d'après. Le jaune, pardon, le jaune, c'était déjà la couleur de l'année dernière avec les gilets jaunes, du coup. C'est vrai. On en revient au jaune. Ouais, on revient au jaune, mais j'aime le jaune. Je vais le dire, j'aime le jaune, donc voilà, c'est fait. J'aime le gris aussi. Déjà, j'ai vu que j'ai soulevé une communauté bretonne dans le chat, donc ça me fait sourire. On a vu ça. On va avoir des questions. On parlait, Guillaume, du monde d'après, c'est ça? Exactement. Le monde d'après, comment on le voit, comment il sera? Moi, je vais être un peu, on va dire, poétique, parce que j'aime bien raconter des histoires, c'est un peu mon métier aussi. Moi, j'espère quelque part que le monde d'après sera coloré, déjà pour deux raisons, parce que c'est nécessaire. Je pense que oui, comme le disait Elodie, avec un petit peu tout ce qu'on a traversé, tous les sujets politiques et sociétaux qu'on a traversés là, cette année en particulier, mais aussi les années précédentes, ça a été assez éprouvant. Un peu de couleur, ça ferait du bien. Et ça apporterait plus de variété, plus de nuances, plus finalement, enfin, de nouvelles perspectives. Et la deuxième raison pour laquelle je pense qu'un monde serait peut-être plus coloré, ou en tout cas a une tendance à être de plus en plus coloré, c'est les différents moyens d'expression aujourd'hui qu'on a, les nouvelles technologies, le numérique, les nuanciers avec 5000 couleurs, les nouvelles formations, comme on peut avoir dans des dizaines d'établissements en France, et puis notamment les établissements de l'ESDAC, qui nous permettent d'avoir une appréciation des couleurs de plus en plus tôt, d'avoir une formation à la couleur de plus en plus tôt. On parlait en école primaire qu'il y a des moyens qui sont adaptés, où on change les matériaux, on ne se contente pas d'une palette de 12 feutres. Et du coup, en élargissant la gamme comme ça de couleurs et en agissant de plus en plus tôt, finalement, ça nous permet d'avoir un nuancier large, d'avoir une appréciation de son environnement plus juste, plus précise, d'avoir un vocabulaire, on le disait tout à l'heure, encore une fois, plus développé, plus riche et plus juste, plus précis. Et finalement, plus on a de vocabulaire, plus on est en mesure d'exprimer ses idées avec précision. À mon sens, la couleur, c'est pareil. Donc, je pense qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui à notre disposition, on peut être de plus en plus précis et finalement apporter un monde plein de nuances, plein de nuances et du coup plein de sens. Et de fait, j'espère, plus coloré que cette année, en tout cas aujourd'hui. Je pense que le monde sera plus nuancé, en tout cas. En tout cas, on entend bien ça, que la couleur va prendre du sens avec ces perspectives-là, et on souhaite fortement, on l'aspire tous en tout cas, avoir quelque chose de plus coloré, de plus chaleureux. Surtout positif, je pense, et on va en avoir besoin. Et les échanges qu'on a eu le sont. Merci beaucoup à vous deux pour ça. Va être l'heure de libérer la foule en délire, je pense, et de voir ce qu'en pensent nos auditrices et nos auditeurs. Je vais débrancher, je vais brancher plutôt les micros.
Alors, je vous invite à lever la main pour demander la parole. Vous pouvez aussi les poser également du coup dans le chat. Le temps a passé extrêmement vite, donc pour le coup, on va essayer de prendre un maximum de questions, mais il est presque 20 heures déjà. Alors, voilà, vous avez l'autorisation de partager l'audio. Je vous invite à lever la main. Peut-être qu'il y a, des questions déjà. Ah, allons-y. Emmanuel. Bonjour, je suis étudiante à l'école d'architecture de Lyon et je m'intéresse à la place de la couleur dans la ville. Donc avant de poser ma question, je voulais vous remercier pour cette conférence très intéressante. Donc vous avez évoqué le rapport objectif et subjectif à la couleur. Vous avez dit qu'on ne pouvait pas vraiment associer une couleur à une émotion et qu'on avait du mal à faire une analyse objective de la couleur. Ma question est la suivante. Peut-on véritablement analyser la couleur de manière objective alors que la couleur n'est pas seulement reçue, elle est intellectualisée, on fonctionne toujours par analogie avec ce qu'on connaît. Donc vous avez cité le bleu par exemple pour représenter le ciel. Et n'est-ce pas parce qu'on fonctionne par analogie qu'on a souvent le même référentiel et que le bleu est considéré aujourd'hui comme une couleur apaisante qui est aujourd'hui fortement utilisée dans la signalétique de distanciation, par exemple. Merci Emmanuel pour cette riche question et bonjour à tous nos amis lyonnais. Je sais qu'il y a des étudiants de l'ESDAC également, mais d'autres écoles et c'est tant mieux. C'était aussi le sens de ce propos-là. Qui se lance, Élodie, Manon, pour deux questions finalement, donc assez riches. Pas très riche, du coup, moi je passerai bien le relais à Elodie, parce que j'avoue qu'elle était très longue la question et que j'ai un peu oublié la moitié. Mais si Elodie tu peux suivre, je te laisse la main. Ce que j'ai compris de la question, c'est comment est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut vraiment être objectif? Emmanuel, je vous invite à corriger si la première partie de la question n'était pas juste. Comment est-ce qu'on peut être objectif dans la description de la couleur ou dans le travail qu'on en fait, sachant qu'on se référencie toujours, on prend en référence ce qui nous entoure et des choses communes ou personnelles. C'était ça votre question? C'est ça. Alors, quand on parlait d'objectivité tout à l'heure, peut-être que c'était pas clair. Pour moi, c'était plus essayer d'une manière la plus descriptive possible, pouvoir échanger autour d'une couleur. Bien sûr, essayer d'être le plus objectif et le plus descriptif possible n'ôte pas la part de subjectivité. Et la part de subjectivité que chacun va apporter dans l'interprétation d'une couleur. Ce que j'essaie d'apprendre aux étudiants, c'est que quand on va parler d'un bleu canard, on va tous se faire une différente de ce que c'est. C'est la même chose si on demande à un ensemble de personnes de montrer sur une carte colorée le rouge de Coca-Cola ou le bleu de Decathlon. En fait, tout le monde la connaît, mais personne ne sait exactement quelle est cette couleur, parce que notre mémoire de la couleur est très très mauvaise, bien plus mauvaise que la mémoire des sons. Et du coup, ce que j'essaie de dire aux étudiants, c'est de partir de choses factuelles. Quelle est la teinte, quel est le niveau de clarté, et puis quel est le niveau de saturation. Et de cette façon, bien qu'on n'arrivera jamais à tomber sur la teinte pile poil, en fait, on se rend compte qu'en se mettant d'accord sur un vocabulaire commun, on arrive à s'approcher et sur une quinzaine d'échantillons à plus ou moins tous viser le même, quoi. Donc ça ne rendra pas les choses objectives et identiques pour tous à 100%, mais en tout cas, je trouve que dans le travail qu'on peut faire du quotidien, au quotidien de la couleur, ça aide à communiquer et à échanger et à fixer son objectif ou son regard sur quelque chose de similaire, ou sa pensée. Et je crois qu'il y avait une deuxième partie de la question sur un peu la symbolique des couleurs et notamment dans la signalétique. C'est ça. Alors,
En effet, il y a des associations qui sont faites et qui continueront d'être faites. Est-ce que, parce que c'est des choses qu'on a vues communément, c'est la chose la plus adaptée au lieu dans lequel on se trouve? Je suis pas sûre que mettre un bleu signalétique dans une ville classée, par exemple, ce soit ce qui soit le plus pertinent, même si c'est un référentiel qu'on a. Tout reste une question pour moi, du parti qu'on prend, de se détacher, de vouloir être ultra fonctionnel, enfin, selon aussi les enjeux du projet. C'est un peu dur de vous répondre comme ça. Après, je sais que le bleu, c'est une des couleurs, je crois en fait, c'est une des couleurs qui est utilisée en Formule 1 parce que c'est une des couleurs qu'on perçoit, alors d'après des études scientifiques, qu'on perçoit le plus rapidement. Donc peut-être qu'il y a aussi des enjeux fonctionnels derrière ce choix du bleu qui peuvent justifier ce choix. Et en tout cas, pour moi, ça dépend de l'intention qu'on met dans le choix de sa couleur au départ et du contexte. Mais c'est vrai qu'on a des référentiels parfois communs. D'accord, merci beaucoup. Alors, Avec une plaisir. nouvelle question. Merci beaucoup pour cette réponse, Élodie. Comme Roger d'Albert, je vous en prie. Bonsoir, alors merci beaucoup pour cette conférence qui était en effet très intéressante. Je rebondis par rapport à ce que tout le monde a un petit peu dit tout à l'heure face à la perception qu'on pouvait se faire des couleurs en fonction des cultures, etc. À ce moment-là, j'ai pensé à un ouvrage que vous connaissez peut-être qui s'appelle Data Vision, d'un monsieur qui s'appelle David McKinless. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un ouvrage en fait qui traite de un peu diverses informations de historique, culturel, un petit peu des fun facts, on peut dire, des choses un peu insolites, et qui traite tout ça. Alors, on va dire un peu la profession de foi du livre, c'est de traiter chaque information par une infographie différente. Et il y a une infographie sur justement le traitement de la couleur en fonction des cultures, qui est assez intéressante et qui montre bien que en fait, une couleur va être interprétée vraiment de différentes manières en fonction du pays où on se trouve et de la culture qui a cours là-bas. Et aussi, je voulais savoir si donc les intervenants qui sont là ce soir connaissaient ce livre, ce que vous en pensiez, parce que vraiment il y a en fait le traitement de la couleur et de l'infographie est vraiment très intéressant. Donc il y a 2 ouvrages et vraiment il y a un traitement de l'information qui est très intéressant et très pertinent, je trouve. Donc voilà, je voulais savoir si vous connaissiez votre avis dessus. Alors moi, en ce qui me concerne, je le connaissais pas, mais du coup, je l'ai noté. Pour Noël. Je le consulterai parce que je trouve ça très intéressant quelque part de partager des choses en conférence avec vous tous et en plus de pouvoir apprendre. On apprend toujours, je pense, tout au long de sa vie. Donc je note les références, j'ai noté les noms. Et vous pouvez noter le nom du livre sur le chat aussi, comme tout à fait. Ah oui, comme ça pour les autres, ça pourra, Pour tous les on pourra autres. profiter. Voilà, pour tous les autres. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vais compléter la réponse de Manon. Je suis pas sûre de connaître cet ouvrage en particulier, bien que ça me dise quelque chose. Mais par contre, c'est vrai que en ce qui concerne la data visualisation ou la data vision, je sais pas quel est le mot juste, de choses complexes, la couleur a un grand rôle à jouer là-dessus aussi, sur la compréhension de choses complexes qui sont représentées de manière graphique, mais pour lesquelles la couleur est un vrai support, en fait, est un révélateur et permet de nuancer tous ces graphiques qui tendent à simplifier une chose complexe. Et ce que je voulais dire aussi sur l'évolution de la couleur, c'est que c'est intéressant de se dire aussi qu'elles sont différentes dans chaque pays, mais elles sont aussi différentes dans chaque époque. Par exemple, on a vu émerger du violet en politique, ce qui, je pense, était impensable il y a 10 ou 15 ans, parce que c'est une couleur qui était un peu bannie de la vie publique. Voilà, il y a aussi des choses, je trouve, intéressantes sur l'évolution des couleurs. Et du jaune aussi. Donc voilà, pour répondre à ce que... ça répond à votre sollicitation, comme. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette question, en tout cas, et ce bon plan pour ceux qui se posaient des questions des achats de Noël. Une nouvelle question de Nawel Benhamed. Oui, c'est moi. En fait, je trouve ça très intéressant de parler de comment, avec la lumière, on peut créer l'illusion de lumière, mais aussi, en fait, je pensais on peut directement travailler avec des lumières colorées. Donc, je voulais savoir si vous aviez des expériences ou un peu la manière dont
Ça peut être travaillé différemment, de travailler directement avec de la lumière plutôt que de créer l'illusion de lumière ou avec les écrans. Une question sur l'approche expérientielle avec la lumière déjà colorée. Mm. Élodie, Manon, qui se lance? Déjà, moi, je rebondis sur l'exemple d'Elodie tout à l'heure en nous présentant un corridor rose avec le miroir doré qui, pour le coup, est finalement une expérience de lumière colorée dans un espace. Il y a la lumière, de toute façon, est un point de toute façon très important, un point essentiel dans la perception de la couleur, finalement, dans la perception colorée. Et c'est ce que je dis moi personnellement à mes étudiants quand je leur fais travailler la couleur, c'est de déjà travailler à la lumière du jour parce que les couleurs ne sont pas du tout de la même facture. Si on travaille à la peinture avec une lumière éclairée à la bougie, une lumière jaune, finalement le lendemain on se rend compte que nos couleurs sont pas du tout les mêmes et quelque part on est un petit peu déçu parce que notre vision a été altérée et notre travail n'est pas représentatif de ce qu'on imaginait. Donc je conseille en général d'utiliser une ampoule avec une température proche de celle du soleil et sinon de travailler à la lumière du jour. Donc clairement, oui, la lumière a un rôle très très important dans la perception de la couleur et je trouve ça très intéressant à développer dans le cadre de projets artistiques ou de design. C'est vrai qu'après, moi, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai eu forcément l'occasion d'y travailler. C'est plus, on va dire, moi je suis illustratrice, donc je fais des supports 2D, je travaille pas dans des espaces ou dans des conceptions d'objets, mais c'est clair que pour donner une ambiance froide, on va mettre un filtre bleu, pour donner une ambiance chaude, on va mettre un filtre jaune, voilà, ça c'est des bases, et du coup on apporte un peu de chaleur dans un décor, on apporte un petit peu de fraîcheur dans une certaine ambiance, dans un certain environnement, pardon. Du coup, clairement, oui, l'usage de filtres dans la lumière permet de donner une ambiance particulière et je pense que c'est vraiment un atout. La lumière, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans le traitement de la couleur. Après, je pense que Elodie pourrait être un tout petit peu plus précise sur on va dire, dans l'aspect technique, peut-être. Je ne sais pas si je peux être plus précise dans l'aspect technique, mais j'avais envie de partager une des plus grandes expériences de la lumière colorée que j'ai eu l'occasion de vivre pour l'instant. Alors, il y a Barragan, Louis Barragan, vous pourrez regarder, il y a d'autres images de sa Casa Studio où notamment il fait rentrer de la lumière du jour en haut d'un escalier, enfin dans un escalier avec un mur, enfin bon, il y a des choses juste incroyables. Mais en tout cas, l'expérience de lumière colorée les plus riches, c'est vraiment le travail, et j'ai vu que dans le chat, ça avait réagi du tac au tac, c'est exactement ce que j'avais en tête, de James Turrell, qui est un artiste plasticien américain qui travaille qui modifie la perception qu'on peut avoir de l'espace et du volume grâce à des lumières colorées. Et aussi, donc James Turrell, allez voir, c'est juste sublime. Et aussi, je trouve que Le Corbusier a beaucoup travaillé sur ces questions-là, notamment dans j'ai oublié son nom, dans un des bâtiments qui est à côté de Lyon, j'ai oublié son nom. Il a travaillé sur une chapelle et en fait les rebords de fenêtres sont tous colorés et ce qui se produit, et d'ailleurs c'est le cas dans plusieurs autres de ses constructions, mais il utilise la couleur comme réflecteur de la lumière naturelle et du coup ça baigne l'intérieur de certaines de ces pièces d'une lumière colorée. Voilà, le couvent de la Tourette. J'étais plus sûre. Voilà, les expériences de la couleur portées par la lumière. On est bien aidé par notre public. Oui, on est bien aidé par le chat. Hein. En tout cas, peut-être une dernière question. Allons-y. Amel Benaoudia, je vous écoute. On vous écoute, pardon. On ne vous entend pas. Oui. Si vous voulez formaliser du coup la question sur le chat. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah, Oui, super. on entend une Bonsoir. voix. Alors moi, je voulais d'abord vous remercier pour la conférence que je trouvais très intéressante et j'avais une question en fait. Je voulais savoir
comment ça se passe pour le choix des couleurs lors d'un projet d'urbanisme? Par exemple, pour les personnes daltoniennes, comment ça se réfléchit en fait? Voilà. Excellente question. C'est vrai qu'on n'a pas abordé cette question-là. Ouais, c'est une très bonne question. On va repartir pour une heure, du Petit coup. problème technique. Plus de batterie. Donc la question effectivement du choix des couleurs dans les projets urbains pour des personnes qui sont daltoniennes. Je vais donner une petite réponse. Manon, alors, comme vous voulez. Alors moi j'ai des choses, mais je sais pas dans l'urbanisme du coup. Mais On laisse Elodie commencer et après Manon prendrait la parole sur ce sujet-là. C'est ce que j'imaginais. Alors, je ne peux pas parler pour les urbanistes parce que je ne le suis pas. Mais en tout cas, la question de l'inclusivité par la couleur est une question essentielle et je pense qu'il y a une question centrale aujourd'hui. J'espère que les choix qui sont faits par les urbanistes et les designers, les graphistes, j'en suis quasiment sûre, parce que le travail de l'image prend vraiment en compte le plus souvent possible les déficiences visuelles. Il faut savoir que dans le monde, il y a 1,3 billion de déficients visuels. Alors pas juste des daltoniens, mais des gens qui ont une vision qui est modifiée et qui les entrave dans leur déplacement. Et il y a plusieurs projets qui sont faits autour du mobilier pour rendre lisible le bord des objets, pour éviter que les gens ne posent leur verre à côté de la table ou ne distinguent pas le bord du sol. Enfin, il y a un travail qui est fait comme ça sur la limite et le contour de l'objet dans le mobilier, en tout cas. Il y a aussi un travail qui est fait de contraste dans les transports en commun. Notamment parce que il faut que les barres, il faut que tous les éléments de sécurité dans les bus, notamment dans les métros, soient accessibles, soient visibles, et donc du coup il faut créer un contraste avec l'environnement. Donc je sais qu'il y a des projets qui sont menés de niveau de contraste dans les bus. Le tout, c'est aussi d'éviter de se dire il faut que ce soit visible, je vais le mettre jaune fluo, quoi, et de proposer un peu plus de nuances que ça, et de proposer une construction globale de l'espace du métro ou du bus qui prennent en compte ces possibilités. Voilà ce que je sais de la place de la couleur et de l'inclusivité de la couleur, mais c'est sûr que dans l'espace public, on peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux. On peut notamment travailler à différentes hauteurs, avec des niveaux de contraste différents. Aujourd'hui, à ma connaissance, ce que je connais d'éléments du mobilier urbain, il y a les potelets qui ont l'obligation d'avoir un bord contrasté au niveau du dessus du potelet, donc souvent c'est blanc, pour que les personnes qui ont des problèmes de vision puissent les différencier du sol, parce que ça crée un contraste. Il y a aussi une obligation dans la signalétique urbaine, dans les marquages routiers, d'avoir quelque chose qui soit suffisamment contrasté entre le blanc de l'asphalte ou le jaune et le noir, et le gris du bitume. Mais voilà, je pense que voilà, on peut faire beaucoup plus de choses pour améliorer l'inclusivité des personnes qui sont déficientes visuelles. Alors ça inclut les daltoniens, et aussi pour inclure les personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant et les enfants, en travaillant sur la hauteur du point de vue. Manon, je vous laisse la parole, c'était plus long que ce que je pensais. Non, mais il n'y a pas de problème, c'était très intéressant, mais je rebondis du coup sur Marina dans le chat qui disait que certaines applications comme Trello proposent des motifs pour permettre aux daltoniens de reconnaître les couleurs. Moi, ça m'a fait... je pensais à des choses pendant que j'étais en train de vous écouter. Et en fait, je pensais notamment, oui, à des sites internet, à des téléphones, à Android. Il y a des applications mobiles qui justement proposent différents niveaux de contraste pour les déficients visuels. Il me semble que c'est le cas d'une application SNCF, alors je ne sais plus laquelle parce qu'ils en ont 12 000, mais il me semble que j'avais fait ce constat-là, qu'on peut adapter. C'est peut-être le cas de Facebook aussi, mais là j'ai un doute. Bref, tout ça pour dire que y a des choses qui se mettent en place. Alors oui, c'est pas grand-chose. Je pense que la question peut encore être longuement réfléchie. Mais en tout cas, il y a des choses qui se font pour les déficients visuels. Au niveau du daltonisme, je pense pas que ça soit quelque chose de très embarrassant en soi. Après, c'est mon point de vue en tant qu'illustratrice, et je vais vous expliquer pourquoi.
parce que dans la BD, on a un auteur très très connu qui était daltonien. C'était Uderzo, qui est le dessinateur d'Astérix, tout simplement. Vous prenez le premier album d'Astérix, vraiment la toute première édition, et en fait les couleurs, c'est vraiment barré, quoi. On a vraiment des couleurs, on a des romains qui sont violets, on a des ciels qui sont rouges. Vraiment, le premier album, il est assez particulier. Et de fait, les gens qui ont un déficit, je pense, quel qu'il soit, visuel, pourraient bénéficier d'assistants aussi. Finalement, Uderzo, ce qu'il a fait, c'est que il a eu de l'aide. Il a peut-être eu un nuancier. Après, je connais pas exactement son processus de travail, mais bon, on peut avoir des outils, on peut avoir des palettes, on peut savoir qu'est-ce qui est peut-être le plus adapté pour tel contexte. Mais au fil des années, on s'est rendu compte, enfin même au bout du deuxième album, que les couleurs étaient un petit peu mieux calibrées pour un public qui aurait moins de soucis de ce côté-là. Et de fait, je pense qu'il y a moyen de créer une assistance, une seconde personne, on va dire, qui serait en mesure d'équilibrer un petit peu les couleurs de ce côté-là. Je me mets d'un point de vue d'un designer ou d'un illustrateur ou d'un graphiste qui serait daltonien et qui devrait proposer un travail et une conception colorée. Je pense qu'il y a moyen d'adapter des choses pour qu'ils puissent être en mesure de faire ce travail-là sans être complètement handicapés, du coup. Je me permets de rebondir, Manon. Allez-y. Pardon, juste parce que j'ai encore deux choses à dire. Ça m'a fait penser, Manon, quand vous avez parlé des outils. Alors, je trouve ça intéressant de se positionner à la place du designer qui serait daltonien. Et c'est vrai qu'on se questionne sûrement pas assez à ce sujet. J'aime beaucoup ce point de vue. Mais juste pour apporter un peu plus d'éléments à la personne qui posait la question, en fait, il y a un graphiste portugais qui a dessiné un cercle chromatique pour les daltoniens. Je m'explique. Il a travaillé un vocabulaire de forme. J'ai mangé son nom, mais il a travaillé. Si vous allez trouver, il a travaillé un vocabulaire de forme qui reprennent une certaine place sur le cercle chromatique. Donc, je vais dire n'importe quoi parce que je l'ai pas en tête exactement, mais le carré c'est bleu, le triangle c'est jaune et le cercle c'est rouge par exemple. Et du coup, au milieu, les nuances intermédiaires, elles sont représentées par un demi-carré plus un demi-rond ou des choses comme ça. Et du coup, en fait, là où c'est hyper intéressant, c'est que ça, il a appliqué sur le métro de Porto, je crois, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais les informations colorées dans la signalétique, elles sont hyper présentes. Et parfois, a posteriori, on ne peut pas tout changer. À Paris, on va pas changer toutes les lignes de métro parce que il faut s'adapter enfin les couleurs des lignes de métro parce qu'il faut s'adapter aux daltoniens. Donc encore qu'à Paris, je pense que ça a été bien travaillé. Mais du coup, il y a ce code graphique qui permet de lire les couleurs qui existent et qui a été mis en place. Et la deuxième chose dont je voulais parler, c'est que sur le travail de l'accessibilité, il y a le groupe SEB qui a édité un super guide de l'accessibilité. Donc j'en parle parce que je suppose qu'il y a pas mal d'étudiants et de designers dans l'assistance et qui est un peu un guide des bonnes pratiques pour la conception d'objets pour que ce soit accessible aux personnes qui ont pas que des déficiences visuelles, mais aussi des déficiences physiques ou des légers handicaps et qui ne peuvent pas utiliser les objets de la même façon d'une façon plus simple ou traditionnelle, disons. Voilà, pardon, je voulais juste préciser ça parce que ça me paraissait important. En tout cas, merci beaucoup. Et j'entends aussi un sujet intéressant qu'on pourrait développer dans les futures conférences des mondes du design, la question du design et de l'inclusion, qui est un sujet, à mon avis, qui intéressera à de nombreux auditeurs. Peut-être pour terminer, parler un peu de vous deux. D'abord, vous, Élodie, vous avez rejoint le bel écosystème lillois, du coup porté par Smart, le Bazar Cinsault, qui est un nouveau haut lieu de la création dans la métropole lilloise. Et puis, il y a de nombreux projets qui sont à venir autour du soin, mais aussi des écoles. En tout cas, je sais qu'il y a quelques acteurs de l'urbanisme, j'en ai reconnus au sein de l'auditoire, et qui se feront un plaisir de vous appeler après ce riche et bel échange ensemble. D'ailleurs, ça peut être bien de mettre vos coordonnées, peut-être LinkedIn, pour qu'on puisse éventuellement vous contacter là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, Élodie, pour cette intervention. Merci Guillaume, merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas si vous voulez approfondir, je vous mets le lien dans le chat, les discussions sur la couleur. Je serais ravie de pouvoir échanger, comme vous avez pu le voir, c'est un sujet qui me passionne, donc
Avec plaisir. Merci. On l'a bien Guillaume. senti en tout cas. Merci beaucoup, Elodie. Et Manon, alors peut-être minute un peu promo aussi parce que les fêtes de Noël se rapprochent. Il y a 2 beaux ouvrages qui sont parus aux éditions Delcourt Soleil. Donc à mettre sans faute sous le sapin. Donc il y a déjà Parfum de soie qui est sorti cette année et Princesse Sarah. Peut-être quelques mots sur ces albums. Oui, alors déjà, Princesse Sarah, c'est le tome 13, donc faut déjà avoir eu les albums avant, ou alors prendre toute la C'est un série. gros cadeau. Voilà, c'est un gros cadeau. Mais sinon, Parfum de soie, c'est un très beau projet. En fait, c'est un premier album qui était sorti il y a 8 ans. La dessinatrice voulait finir ce projet, elle voulait une suite. Donc du coup, on a fini le projet. Alors, c'est pas moi qui l'avais démarré à la base à la couleur, mais je l'ai continué. J'ai fait la couleur de la couverture, tout ça. Et on a fini ce projet. C'est un bel album de 90 pages. C'est un one-shot qu'on peut... Vraiment, je pense que c'est un très très beau cadeau. Princesse Sarah, c'est plus une série jeunesse qui va finalement être plus pour un public qui est déjà présent, un public qui est là depuis 10 ans déjà, et qui reprend finalement l'univers de Princesse Sarah, le livre, et le dessin animé pour ceux qui connaissent, mais dans un univers alternatif, dans un univers steampunk fantastique, et du coup c'est assez sympa, c'est original, c'est un peu girly quand même, mais on découvre Sarah qui évolue, qui grandit, voilà, ça peut être un sujet intéressant aussi pour les adolescents ou les jeunes adultes, je pense. Voilà. Tout à fait. Et on peut vous suivre sur Instagram aussi. Voilà, on peut me suivre sur Instagram, sinon sur Facebook aussi, je ne mords pas, et sur LinkedIn, je suis un peu moins active, c'est vrai. Et surtout nos étudiants en bachelor 1, d'Aix et de Lille, qui ont le plaisir de vous avoir en cours fondamentaux de la couleur, et je les ai nombreux aujourd'hui, en tout cas, je les ai vus ce soir, Oui. et qui auront sûrement de nombreuses questions, à mon avis, pour votre prochain cours. Prévoyez une bonne heure de questions-réponses avant de commencer le côté pratique. Et puis pour terminer, en tout cas, merci à toutes les personnes qui étaient en ligne ce soir. On a eu à peu près 300 inscrits et 200 personnes du coup en fourchette haute en ligne, donc c'est pas rien. Et c'est assez étrange on a juste un écran devant soi. En tout cas, prochaine conférence Monde du Design, c'est déjà jeudi prochain avec une conférence autour du design et du féminisme, avec des intervenants qui nous parleront d'engagement bien sûr, mais aussi de Frida Kahlo, animée par le non moins exceptionnel Pierre Personne, du coup, directeur de l'ESDAC de Clermont-Ferrand. Dans 15 jours, ce sera Design et Territoire et vous aurez plaisir ou pas de me retrouver avec plusieurs intervenants également de Lille et de Lyon. Et puis, juste avant les fêtes, ça tombe bien, Design et Gastronomie, où là, il sera question effectivement d'un contexte bien particulier, mais comment est-ce qu'on peut parler design tout en faisant aussi de la cuisine. Prenez tous et toutes soin de vous. À très bientôt pour les mondes du design. Encore merci Elodie et Manon et à très très bientôt.